On peut commencer. Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 12 mars 2024. Et comme je vous l'ai dit la dernière fois, ici, c'est désormais la chaîne de la vérité. Nous sommes très heureux d'être avec vous. Nous voulons nous excuser auprès de ceux qui nous ont laissé des messages inbox. Depuis qu'il y a eu le bug de la méta la semaine dernière, je n'ai pas pu récupérer mon compte. Donc je n'ai pas accès à mes messages, mais je vais régler ça cette semaine. Donc vraiment, toutes nos excuses. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, je suis Pulchérie Balé, présidente de Alternative Citoyenne Ivoirienne. Et les mardis de Pulchérie Balé sont notre tribune où on vient parler des problèmes de notre pays, où on vient vous dire la vérité sur tout ce qui se passe. Voilà. Donc, on va commencer avec notre pétition contre la cherté de la vie qu'on a lancée depuis le 13 janvier 2024, le jour même du démarrage de la CAN. Et on voulait voir à quel point les citoyens sont conscients de la situation qu'ils vivent. Parce qu'en même temps qu'on vous tendait la canne d'une main, on vous envoyait beaucoup d'autres choses de l'autre main pour accroître la cherté de la vie. Et donc, on a lancé cette pétition. Malheureusement, au bout de 2 mois, jusqu'au 10 mars, on a recueilli seulement 4285 signatures en ligne. On n'a pas encore fait le point des signatures physiques. Donc, la semaine prochaine, on va vous donner tous les résultats de cette pétition. Ne nous décourageons pas, la lutte continue et elle doit continuer jusqu'à ce que nous obtenions les résultats que nous escomptons, c'est-à-dire un état de droit, un état où il fait mieux vivre pour le peuple. Voilà. On a lancé aussi un sondage dans le cadre de la préparation des élections de 2025. On a lancé un sondage qui est adressé à toutes les organisations, les partis politiques, les organisations de la société civile, les coopératives. J'en parle pour que tous ceux qui sont intéressés par ce sondage envoient leur adresse mail au 07 89 08 62 79. Je répète, 07 89 08 62 79. On va communiquer encore sur ce numéro-là. Vous envoyez votre adresse mail et on vous enverra le lien du sondage. Le sondage consiste à vous poser des questions sur les conditions de la paix en Côte d'Ivoire selon votre organisation. Et après ça, on fera une analyse dont les résultats seront rendus publics et les propositions les plus importantes, les propositions les plus, on va dire, celles qui auront le plus fort taux de propositions, on va utiliser ces propositions-là pour poursuivre la lutte, pour continuer nos revendications. Donc, vraiment, c'est très important que tout le monde puisse participer. On vous remercie d'avance. Donc, je répète le numéro une dernière fois. On va faire une publication après. 07 89 08 62 79. Voilà. On va maintenant parler d'insécurité. Insécurité. Au-delà de tous les faits divers que vous apprenez, on vous a déjà dit que l'affaire de Eli Pada, on ne laisse pas. On a entendu qu'il est mort. Tout ça, là, nous, ce n'est pas notre problème. S'il est mort, on n'a qu'à nous montrer son corps. Tant qu'on n'est pas capable de nous montrer son corps, de nous donner des dates pour ses obsèques, nous, on considère qu'il est toujours en danger, qu'il est détenu quelque part, qu'il n'est pas libre. Et tant qu'il ne sera pas libre, là, nous, on va parler de ça. Je vous ai déjà dit et je le répète, je ne connais pas Eli Pada. Je n'ai jamais parlé avec lui. Mais tous les Ivoiriens dans ce pays-là devraient être libres de mener leurs activités comme ils veulent. Les prophéties, là, on n'invente pas. C'est Dieu qui inspire les prophètes et puis il parle. Si une prophétie ne t'intéresse pas, tu passes. Ça t'intéresse, tu prends. Ce n'est pas forcé. Mais on ne peut pas persécuter quelqu'un pour ses prophéties. Ça, vraiment, c'est inadmissible. Ça va à l'encontre de la liberté d'expression, de la liberté d'opinion, de la liberté de culte. Donc, Eli Pada, tant que Pulchérie Balé n'a pas vu Eli Pada libre et libre de ses mouvements et de ses activités, on va continuer à réclamer sa libération. Libération parce que même s'il n'est pas en prison, il est quelque part bâillonné. Ce n'est pas normal. Voilà, quelqu'un qui, depuis le 31 décembre, a appelé les gens à venir participer à sa veillée et qui disparaît subitement,
on n'est pas d'accord avec ça. Même la vidéo qu'il a faite là, il a dit dedans 3 fois qu'il est en danger. Donc, tant qu'il n'apparaît pas, cette affaire d'Eli Pada là, on va parler de ça. Toujours dans le cadre de l'insécurité, il y a un cas très insolite qu'il est important que nous portions à votre connaissance. C'est à cause de tout ça là. On dit on n'est pas dans un état de droit. Et puis c'est vous qui vous plaignez toujours sans arranger les choses. On vous avait dit, avant la dernière libération des prisonniers politiques qui a eu lieu le 22 février 2024, on vous avait présenté le cas de 4 jeunes gens. Dogo Nyato Ange, Luku Kwame Charles, Maïlé Brice et Traoré Zakaria. Les 4 là, depuis le 27 avril 2022, ils ont disparu de la Maka. Ils sont emprisonnés depuis 2020. On ne les a pas jugés. Le 27 avril, on les extrait de la Maka. On ne sait pour les envoyer où. On n'a pas de leurs nouvelles. Jusqu'à ce qu'on apprenne qu'ils sont détenus au camp commando de Koumassi, ce qui n'est pas normal. Si on était dans un état de droit là, une fois qu'on t'a envoyé à la Maka, il y a 2 options. On te juge et on te libère ou on te condamne. L'autre option, on te libère parce qu'il y a un non-lieu ou bien, en tout cas, les juges d'instruction ont vu que ton cas ne vaut pas la peine d'aller plus loin, on te libère. On ne peut pas prendre quelqu'un à la Maka pour l'envoyer encore dans un camp. Ça là, ça ne répond à aucune procédure légale. Et c'est dans cette situation que les pauvres jeunes gens étaient. On a demandé leur libération ou leur retour à la Maka pour qu'ils suivent la procédure normale. À notre grande surprise, le 22 février, il y a un dont le nom figure sur la liste. J'en parle parce que jusqu'à aujourd'hui, je vous parle là, ses parents ne l'ont pas encore vu. On dit on l'a libéré. Sa maman ne l'a pas encore vu, ses parents ne l'ont pas encore vu. Donc il est où? Regardez leur liste là. Ils ont mis 51 personnes et puis en bas, on a mis encore 6 personnes. Dans les 6 personnes là, vous allez voir le nom de Dogo Nyato Ange. On dit il est sorti. Moi, j'ai dit je vais aller le saluer. On ne le voit pas. Il y a un problème. Il est où? Donc vraiment, je tiens à porter ça à la connaissance du public parce que ce n'est pas normal. Si vraiment on l'a libéré, le vendredi 23 là, tous ceux qu'on a libérés là, ils ont rejoint leur famille. On est en train de défiler chez eux pour les saluer. Et puis lui, on ne le voit pas. Sa maman même dit qu'elle n'a pas encore vu, elle est dans Abidjan là, elle n'a pas encore vu son fils. Elle ne sait pas où il est. Libération, on dit on a fait là. Elle ne sait pas où son fils est. Donc vraiment, libérez-le vraiment. Et puis, ce n'est pas lui seul, on doit libérer. Ils sont 4, on doit libérer les 4. Vraiment, vous aimez faire parler les gens. Hein? Donc, voilà ça. Hein? L'autre problème d'insécurité dans laquelle on est, c'est la pollution de la lagune. Tout le monde a vu les poissons morts qu'on a découverts sur la baie de Koumassi. Tout ça là, c'est la pollution. Le Centre ivoirien anti-pollution, CIAPOL, c'est votre travail de veiller à ce que les eaux, tout l'environnement ne soit pas pollué. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme d'habitude, on diligente des enquêtes, on n'a jamais les résultats. Jusqu'à aujourd'hui, on nous dit qu'on n'a pas encore clarifié la situation. Ce qui est sûr, c'est la chaleur qui fait que les poissons ont manqué d'oxygène. Dans tout le pays, là, c'est là-bas seulement les poissons ont manqué d'oxygène. Pourquoi il n'y a pas de poissons morts sur les autres rives et puis c'est là-bas il y a poissons morts? En tout cas, les consommateurs, faites très attention pour assurer la population. J'ai vu dans les journaux que c'est les poissons de mer que les Ivoiriens consomment. Hein? Poisson qui est dans la lagune, on consomme bien. Donc, ceux qui consomment poissons de lagune, là, laissez ça haut. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et puis, tous les poissons là sont en train de mourir. Si vous consommez ça, vous-même, vous risquez aussi de vous intoxiquer. Donc, en attendant qu'on nous dise ce qui se passe là, faites très attention avec votre consommation de poissons. Voilà. L'Institut national de formation professionnelle agricole. Ce n'est pas la première fois qu'on vous parle de cet institut-là qui est basé à Bingerville. Chaque année, il y a un concours. Et une fois que les gens passent le concours, il y a environ 500 personnes qui sont affectées là-bas.
Le problème, c'est qu'ils passent un concours pour entrer dans l'école. Normalement, les écoles où on passe concours, là, une fois que tu as été admis, tu es comme un élève fonctionnaire. Quand vous finissez, on doit vous affecter. Mais depuis un certain temps dans ce pays-là, il y a certaines écoles-là. Vous passez concours pour entrer et puis après, on vous fait encore passer un concours de recrutement. Ce qui n'est pas normal. Vous avez déjà passé le concours. Maintenant, dans le concours de recrutement, là, il faut avoir l'argent encore. Et là-bas, les BT, on paye 1,5 million. Ça, c'est le circuit parallèle, hein, ce n'est pas officiel. BTS, on paye 2 millions. Donc, les enfants de pauvres qui ont eu la chance d'avoir leur concours, là, ils se forment et puis ils sont sur le carreau. Eux, ils n'ont pas l'argent pour payer ça. Et même qu'on ne communique pas réellement sur le nombre de places officielles. Hein? On peut vous dire qu'on a quand même recruté chaque année près de 500 élèves et pour le concours de recrutement, on va vous dire qu'on va prendre 15 personnes. Mais il faut faire le concours de départ là, en fonction des besoins en même temps. En tout cas, il y a des problèmes là-bas. Il y a une corruption autour de ce concours de recrutement qu'on tient à dénoncer, que les responsables de ce concours-là, si eux-mêmes ne sont pas impliqués dans cette corruption-là, ils fassent attention pour ne pas pénaliser les enfants des pauvres. C'est ce qu'on voulait dire. Dans la même veine à l'ENS, quand les gens sont reçus, ils sont stagiaires, après leur formation, là, on les envoie dans les villes. Et à Boaké, on nous a signalé qu'il y a un des stagiaires là qui se fait passer pour le coordonnateur, qui se permet de faire cotiser ses camarades pour les frais de mission des encadreurs. Les encadreurs là, ce sont des fonctionnaires. Quand ils viennent en mission là, ils ont leurs frais de mission. Ça, c'est quelle cotisation encore? Et puis, on met la pression sur les gens. Plus de 100 stagiaires, près de 150. On dit chacun n'a qu'à donner 5 500. Si vous prenez même 5 000 euros là, pour 100 personnes, ça fait 500 000. C'est quelle affaire ça? Et on leur met la pression. Quand on voit que les gens ne payent pas bien, on dit bon, payer 2 000. Tout ça là, c'est quoi? Quand on t'a envoyé, on m'a donné ton nom. Hein. Aujourd'hui là, il ne dit pas. Mais si tu continues là, non là va sortir. Et puis où tu dois m'emmener là, tu vas m'emmener là-bas. J'ai tous les messages qui sont balancés dans le groupe pour faire pression sur les autres pour qu'ils puissent payer cet argent-là alors que ce n'est pas normal. Comme on est dans le pays de l'impunité, chacun fait ce qu'il veut. Mais nous, là, on va dénoncer ce qui tombe dans nos oreilles. Donc, le fameux coordonnateur, tu es stagiaire comme tes camarades, il faut étudier, tu as quitté là-bas pour aller travailler. Ce n'est pas la peine de te mettre dans des choses bizarres et puis tu fais en direct, tu as raison. Donc, la prochaine fois, si ça se poursuit, quand on finit le direct, on va demander, si ça continue, le mardi prochain, là, on va venir vous dire son nom. Avec son encadreur même pour lequel il fait cotisation, tout ça là, on va venir dire leur nom ici. Voilà. Donc, aujourd'hui, comme je le disais, on n'a pas beaucoup de sujets parce qu'on n'a pas pu entrer dans notre boîte pour recueillir tous ceux qui nous envoient qui nous soumettent des problèmes là-bas. Mais ça va se régler cette semaine. Et donc, le sujet d'actualité, ce sont les déguerpissements abusifs. Ça là seulement là, c'est vraiment intolérable. Intolérable que des personnes soient installées dans un quartier, certains ont des papiers et on se permet, sans même communiquer avec eux, de venir casser leur maison sans indemnisation préalable. Et ça, c'est l'État qui fait des choses comme ça. Donc, nous, en tant qu'ONG, nous avons entrepris une campagne que nous allons poursuivre. Nous rencontrons les victimes pour faire l'état des lieux, parler avec elles, les conseiller sur les dispositions à prendre. Mais on parle aussi avec les menacés de victimes, de déguerpissement plutôt. Oui, ils sont menacés de devenir victimes, effectivement. Et donc, ceux-là, ils ont perdu le sommeil parce que leur quartier est sur la liste des 176. Et comme on vient comme un voleur dans la nuit pour casser leur maison, ils dorment d'un seul œil. Donc, ceux-là aussi, nous, on les visite pour leur donner des conseils. Et le samedi dernier, nous avons tenu une conférence pour dénoncer toutes ces pratiques et pour demander au gouvernement de se ressaisir, pour demander aux élus de prendre leurs responsabilités, pour demander aux chefs traditionnels et aux guides religieux
de prendre leurs responsabilités. Si on avait plusieurs Abbé à Bécan, je pense que la situation ne serait pas comme ça. Et les chefs à Tchan, là, c'est vous qui êtes les chefs traditionnels d'Abidjan. Vous tous, vous avez des voitures. Et puis, on vous exhibe à la télé pour dire on vous a donné voiture, on vous a donné carburant et ceci et cela. Tout ça pour que vous acceptiez la forfaiture qui se passe là-bas. Et vous acceptez. Quand on vous regarde comme ça, là, nous, on a honte. Parce que ça nous fait penser à l'ancien temps, là, où les gens envoyaient des miroirs à nos chefs, à des pacotis pour obtenir de nous des choses précieuses. Pardonnez, ressaisissez-vous. En principe, là, il y a des choses qui ne se négocient pas. Les corrupteurs professionnels disent que chaque mouton a son prix, mais il y a des moutons qui n'ont pas de prix. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas négociables. La dignité, l'honneur, la défense de nos traditions. Dans les listes, là, il y a des villages qui sont dedans. Banco 1 qui a été détruit, là. C'est un village. C'est un village Atié. À Atekoube, on appelle ça Agban Atié. Et puis à Yopougo, on appelle ça Banco. Il y a un chef de village, il a son arrêté de nomination. Le dernier chef même, là, c'est en janvier, on a signé son arrêté. Donc, ce n'est pas sérieux. On ne peut pas venir casser des villages. Et puis, vous, des chefs traditionnels, vous ne dites rien. Même si vous avez pris voiture et puis un secteur qu'on vous a donné là, vous pouvez au moins dire, vous pouvez au moins parler pour défendre la population, les gens qui sont sur votre terre. Parce que ici, là, c'est pareil, c'est la grande ville. Sinon, normalement, quand il y a un problème, là, c'est chez les chefs, on s'en va. Hein? Vous pouvez au moins parler pour dire la vérité que ça, là, c'est pas bon, c'est pas comme ça on fait. En tout cas, notre pays a de sérieux problèmes. On a pensé que les problèmes là étaient seulement politiques, électoraux, mais toutes les valeurs sont en train de disparaître. Et il est de notre devoir, nous, en tant que société civile, d'interpeller les uns et les autres et de faire en sorte qu'on revienne aux fondamentaux. Et ça, là, on ne va pas laisser. On ne va pas laisser. On va poursuivre cette lutte-là jusqu'à ce qu'on ait un état de droit, jusqu'à ce qu'on ait une société normale qui est basée sur des valeurs qui sont fondamentales. C'est quoi? Et puis même les chefs à Tchan, là, moi, je sais qu'il y a 63 villages, c'est quelle affaire de 60? Les 3 autres, là, que vous avez laissés là, c'est qui? Ou bien, eux, ils ne sont pas à vous. En tout cas, on va revenir dessus. On ne va pas laisser ça comme ça. Voilà. Donc, on a invité aujourd'hui, par rapport à ces déguerpissements, notre frère Sila Sekou, très courageux. En tout cas, s'il y avait des gens comme lui, nombreux dans la société civile, c'est sûr qu'on irait loin. Mais il y a un commencement à tout et il fallait que les personnes qui pensent de la même manière se retrouvent pour faire avancer la lutte. Donc lui, par rapport à certaines situations que lui-même il va expliquer tout à l'heure, il a lancé un mot d'ordre pour le 7 mars 2024, le jeudi passé là, pour protester contre les déguerpissements abusifs. Et au cours de cette marche, il y a des gens qui sont venus les arrêter. Ils sont venus les arrêter, ils ont été emprisonnés, ils ont été libérés le lendemain, ils ont été mis en garde à vue, ils ont même été déférés au parquet et c'est de là-bas maintenant qu'on a décidé de les libérer. Donc, je l'ai invité parce que si moi-même je viens vous dire comment ça s'est passé, ce n'est pas la même chose. On dit l'eau qui sort de la bouche du poisson est la plus fraîche. Donc, on va recevoir notre frère Sila Sekou, voilà, qui va venir à côté de moi pour que vous puissiez le voir. Bien. Et puis, on va lui poser quelques questions pour qu'il puisse nous expliquer comment les choses se sont passées, où on en est et où on va. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, frère. Comment ça va? Attends 2 minutes. Je vais te mettre un micro. Excusez-nous, hein, c'est les aléas du direct. Voilà, c'est bon? C'est bien cadré? Ah, voilà. Ok, d'accord. Donc, bonjour, cher frère. Oui, bonjour, madame. Et Yako, c'est ça la Côte d'Ivoire, hein? Ça va aller. Donc, le 7 mars, jeudi 7 mars, il devait avoir un sitting
Et puis, quand vous étiez en train d'aller sur les lieux du sitting, vous avez été arrêté. Qu'est-ce qui a motivé ce mot d'ordre? Merci, madame. Je suis Sila Sekou, président fondateur de l'ONG Colombe Ivoire, structure bénévole en charge des personnes impactées ou déguerpies depuis 2014. Il faut dire que nous suivons les activités en Côte d'Ivoire. C'est vrai, il y a le développement, mais nous avons toujours parlé du développement participatif inclusif. Nous avions rêvé d'une Côte d'Ivoire où les populations vulnérables devaient être heureuses, mais nous voyons que les quartiers qui sont déguerpis aujourd'hui sont les quartiers touchés, des quartiers des plus pauvres, des plus démunis. Donc, il faut dire que depuis 2014, l'État de Côte d'Ivoire a travaillé à changer le plan directeur d'Abidjan. Donc, dans le cadre de leur projet, nous pensons, parce que selon les attitudes, nous pensons que les quartiers précaires sont en voie de disparition. Donc, nous avions interpellé certains responsables des projets. Nous avons interpellé certains responsables des projets. Mais il faut dire que depuis 2021, nous avons été informés par le Conseil national des droits de l'homme que le ministère de l'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité avait identifié 54 sites qui étaient considérés comme des zones à risque. Nous avions écrit au Conseil national des droits de l'homme. Nous avions écrit au ministère de la solidarité, au ministère de la salubrité, pour qu'ils puissent mettre à notre disposition la liste de ces quartiers, pour qu'on puisse aller faire une contre-expertise, pour nous rassurer que ces personnes sont vraiment dans des zones à risque. Nous, en tant qu'ONG, on peut participer à des campagnes de sensibilisation pour inviter les populations à libérer ces sites. Mais en réalité, nous sommes en train de voir qu'il y a une politique anti-pauvre. C'est ce qu'ils ne veulent pas qu'on puisse dire. Il y a une politique anti-pauvre. Il y a un projet d'expropriation des terrains des pauvres. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que ces personnes qui ont participé au développement d'Abidjan, tout d'un coup, on vient leur dire qu'on va les déguerpir d'aller au village. Mais quelqu'un qui a fait 30 ans à Abidjan, 40 ans à Abidjan, 50 ans à Abidjan, même 20 ans à Abidjan, qui habite tout, qui a investi à Abidjan, vous venez lui dire que vous allez casser chez lui pour qu'il puisse aller au village. Il ira au village chez qui? Mais celui-même qui dit ça là, pourquoi lui-même il ne va pas au village? Voilà pourquoi il ne va pas au village. Donc il ira au village chez qui? Donc nous avions écrit à la mairie de Yopougon pour leur demander de mettre à notre disposition la liste des quartiers qui sont considérés comme zones à risque. La mairie de Yopougon n'a jamais fait. Nous avons écrit par plusieurs courriers à la mairie d'Atekoubé pour leur demander de mettre à notre disposition la liste de ces quartiers. Ça n'a jamais été fait. Mais ce qui nous fait encore mal pour la commune d'Atekoubé, parce qu'il faut que je revienne là-dessus. En 2000, ça construit, on vient mettre dessus à détruire. Mais quelques jours plus tard, le à détruire disparaît. Vous voyez? Mais ce qui nous paraît bizarre, le district d'Abidjan vient communiquer la liste de certains quartiers qui seront déguerpis. Mais il ne donne même pas de chronogramme. Ils n'ont pas prévu de programme de ces quartiers. Mais nous, en tant qu'ONG, en tant qu'une organisation de la société civile qui défend l'intérêt de ces populations, est-ce qu'on pourra suivre ce processus? Donc, le district a commencé son opération de déguerpissement des populations. Ils avaient fait croire aux populations qu'ils avaient arrêté leurs opérations. Le 1er mars dernier, ils vont déguerpir un quartier, faisant croire que ce quartier était un quartier précaire, alors que ce n'est pas un quartier précaire. Parce qu'ils parlent du quartier insu des aveugles et stations. Ce quartier est approuvé, est loti. Nous leur avons approché pour leur demander de nous mettre en contact avec leurs responsables. Ils nous ont pas présenté leurs responsables. Vu la souffrance des populations, vu que des personnes encore dormaient à l'école, vu que des personnes dormaient encore dans la rue,
nous avons décidé d'organiser un sitting. Et nous avons fait 3 courriers en bonne et due forme. Un courrier à monsieur le préfet d'Abidjan, un courrier à monsieur le directeur général de la police pour l'encadrement de notre manifestation, un courrier au Conseil national des droits de l'homme. C'est à la veille de la manifestation que monsieur le préfet nous écrit pour nous dire que notre manifestation n'est pas autorisée, mais que l'État a décidé de prendre en compte le problème des populations. Mais lorsque l'État décide de prendre en compte le problème des populations, il devait nous écrire aussi dans ce même courrier pour nous dire, pour nous orienter vers une structure. Oui. Mais ça n'a pas été fait. Donner un rendez-vous pour engager les négociations. Ça n'a pas été fait. Et nous dit, je ne suis pas en activité. Donc nous, on avait déjà lancé le mot d'ordre. Maintenant, j'ai expliqué à monsieur le commissaire de police, lorsqu'on était à la préfecture de police, à chaque fois que nous lancions une activité, monsieur le directeur général de la police prend souvent le temps pour imputer notre courrier à un chef de district qui nous appelle pour faire un travail avec nous. Oui, qui fait un travail avec nous. Et en ce moment, il appelle les responsables des différents projets pour qu'on puisse accorder sur certaines questions. Mais ça n'a pas été fait. Donc nous sommes dit que notre marche était, notre manifestation étant pacifique, était autorisée. Bien sûr. Donc nous avons commencé une manifestation tranquillement parce que ces populations, d'abord il y a une confusion. Le gouvernement ivoirien fait croire que les populations sont indemnisées mais refusent de partir. On leur a demandé de mettre des bases de données à notre disposition. Parce que nos structures suivent les impactés du 4e pont. Nous suivons les impactés du métro d'Abidjan. Nous suivons les impactés de la V28 à Yopougon. Mais si on vient nous dire que nous avons été écœurés d'attendre que le porte-parole du gouvernement, ministre de la communication, a dit que 1000 propriétaires de cours de Bolivana ont été logés à Songon. Mais ça nous a surpris. Parce que pour que les populations soient logées, pris en compte dans le cadre du projet du 4e pont, il fallait qu'on puisse revendiquer, il fallait qu'on puisse aller encore au violon, il fallait que la BAD puisse prendre en compte nos doléances. Parce que l'État de Côte d'Ivoire en 2017 avait fait croire que les populations avaient été indemnisées. Donc ils attendaient le OK de la BAD pour faire disparaître certains quartiers. Nous avions écrit plusieurs fois à la BAD. Nous avions visité 5 sites de recasement acquis par l'État de Côte d'Ivoire. 2 sites à Niamey, 3 sites à Songon. Mais un seul site est aujourd'hui, un seul site est habité. Mais et les 4 autres sites. Mais permettez aux autres populations aussi de bénéficier de ces sites. Mais vous dites aux populations qu'il n'y a plus de terrain. Donc pour nous, l'ONG Colonne, nous pensons que c'est un premier prise de contact que nous avons fait avec les populations. Comme l'État est garant du bien-être du peuple, nous demandons seulement au gouvernement de respecter ses engagements vis-à-vis de la population. La nouvelle constitution ivoirienne est claire à son article 11 qui parle du logement. La déclaration universelle des Nations Unies ratifiée par les États membres de l'ONU, des droits fondamentaux des populations, le droit au logement, le droit à l'éducation, le droit à la formation, le droit à la santé. Mais quand on vient déguerpir des populations sans mesure d'accompagnement, on leur dit d'aller au village. Il faut dire que, on fait déjà la promotion de la prostitution. On fait la promotion de la dislocation de la cellule familiale, l'abandon scolaire, le grand banditisme. J'ai une fois dit à l'État, à certains dirigeants des projets en 2017, je leur ai dit, au lieu de construire un centre antiterroriste, créer des opportunités d'emploi pour la jeunesse, financer le projet des femmes, formons nos jeunes, parce que quand un jeune est bien formé, il n'écoutera pas ceux qui viendront lui proposer peut-être la violence. Donc je tiens ici à remercier tous ceux qui ont participé à notre libération, de près et de loin. Nous leur disons merci. C'est pourquoi ce matin je suis venu au nom des populations sans voix et des sans-abri pour dire merci à Picheri Balé. Mon ONG est apolitique. Lorsque nous avions lancé l'appel pour demander à toutes les organisations de la société civile de participer à la conférence de presse de notre ONG pour lancer un mouvement pour dire au gouvernement d'arrêter immédiatement son projet de démolition des bâtiments, c'est Mme Picheri Balé seule qui a répondu. Donc, lorsque quelqu'un répond à tes appels, même pendant notre arrestation, elle nous a apporté de la nourriture. Donc, je ne pouvais rien lui dire que de venir lui dire merci. Je suis avec Picheri Balé aujourd'hui, je suis avec Picheri Balé demain, je suis avec Picheri Balé après-demain. Je pense que
Ensemble, nous serons forts. Oui, ensemble, nous pourrons essuyer les lames des populations parce que depuis 10 ans, chaque jour que Dieu fait, il y a un déguerpissement. La population ne dort plus. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire est la première aujourd'hui sur l'immigration, sur la migration clandestine. Parce que les jeunes nous disent chaque fois, les jeunes nous disent, je préfère mourir en mer que mourir d'humiliation. Parce que chaque fois, nos parents sont humiliés. Donc, sur ce, je vous remercie. Ne partez pas, monsieur Sekou, ne part pas. J'aimerais préciser que le cas de ces déguerpis-là, c'est vraiment une situation sérieuse. On vous invite à aller regarder notre dernier focus sur les éleveurs. Des gens que l'État n'a pas financés. 133 fermiers qui ont pris, il y a des handicapés, ils ont pris leur argent pour investir et l'État vient sans prévenir, on casse leur ferme. Allez vous-même regarder ce reportage pour voir à quel point les populations sont méprisées. Parce que quand on veut faire un déplacement, c'est pour ça qu'on parle de déguerpissement, hein, il y a une différence entre déplacement et déguerpissement. Le déguerpissement, il est brutal. Il ne respecte pas de normes. Il porte des préjudices aux populations. Le déplacement, lui, se fait selon les normes. Il y a des réunions qui sont tenues, il y a des délais qui sont donnés, il y a des indemnités qui sont données. Tout se fait sans précariser le niveau de vie des populations qu'on déplace. Donc ça là, ce n'est pas une affaire politique. C'est un problème social et économique. Et l'État a le devoir de protéger les populations. Donc ce n'est pas l'État qui va les rendre plus pauvres qu'ils ne l'étaient. Ce n'est pas l'État qui va venir détruire des logements, des scolarités, des activités des gens. Ce n'est pas l'État qui doit faire ça. Et c'est de ça qu'on est en train de parler. Et c'est pour ça que le frère Sekou est ferme. Parce que défendre des populations qui sont lésées, là, il n'y a rien de mal dedans. Et ce que les gens doivent savoir, qui est très important, quand nous nous plaignons toujours de la façon dont nos autorités gèrent les libertés, là, c'est sérieux. La Constitution dit en son article 20 que nous avons le droit de manifester pacifiquement. Donc, quand le préfet d'Abidjan se permet d'interdire, de refuser une manifestation pacifique, lui-même, il viole la Constitution. Il viole la Constitution. Parce que quand quelqu'un annonce un mot d'ordre et que tu ne veux pas que la manifestation se tienne, on appelle la personne à la table de la négociation avant la date du mot d'ordre. Et quand on engage les discussions, il n'y a pas de raison que la manifestation se fasse. Mais vous restez dans vos bureaux, vous n'appelez pas les gens et puis vous interdisez. Pire, en 2018, ils ont rendu le code pénal anticonstitutionnel. Prenez le code pénal de l'article 196 à l'article 200, on impose que les manifestations soient sous autorisation. Alors que la Constitution qui est au-dessus de toutes les lois, de laquelle découlent toutes les lois, nous dit que les manifestations sont déclaratives. On n'a pas besoin de l'autorisation de quelqu'un. On informe l'autorité parce que comme on ne sait pas combien de personnes vont venir, il faut pouvoir canaliser la foule. Il faut pouvoir canaliser les manifestants. Donc, il est du devoir de la police et de la gendarmerie de prendre les dispositions pour encadrer tout simplement les manifestants. C'est tout. On ne demande pas votre autorisation. Et ça, là, ça doit être clair dans les esprits. Maintenant, à ceux qui sont dans les problèmes, nous, on va vous voir pour vous-même vos problèmes. Moi, on n'a pas cassé ma maison. Mais quand on pense à ce que vous subissez, on dit que ce n'est pas normal. Mais quand il y a une manifestation comme ça, vous restez chez vous là, c'est pourquoi? Ceux qui sont sortis là, s'ils étaient nombreux, vous pensez qu'on allait les mettre en cargo? Ils allaient prendre combien de cargos pour les transporter? Mais c'est parce qu'ils ne sont pas nombreux qu'on se permet de les prendre. On ne peut pas se faire mettre des milliers de familles dans la rue et puis c'est une cinquantaine de personnes qui s'en va revendiquer pour tout le monde. Il y avait même un vieil aveugle dedans. Que Dieu le bénisse. Vous n'avez pas honte. Vous préférez
venir pleurer qu'on a cassé vos maisons, au lieu de vous battre pour ne pas qu'on casse ça. C'est quelle mentalité ça là? Et ils restent chez eux, ils disent que les ONG n'existent pas. Hein. Maintenant, les ONG vous appellent, vous restez à la maison. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Il faut qu'on se ressaisisse. Il faut qu'on apprenne à défendre nos droits. Parce que si on ne le fait pas, ils vont continuer de les piétiner jusqu'à ce qu'on disparaisse. Et on ne doit pas arriver à ça. Donc vraiment, on veut vous motiver. On va demander au frère Sekou comment ça s'est passé. L'arrestation, oui. La petite détention. Vous aviez le moral. Est-ce que ça s'est fait brutalement? Et nous pensons que entre Colombe d'Ivoire et la police nationale de Côte d'Ivoire, c'est devenu une affaire de frères et sœurs. Parce que chaque fois, on nous arrête. Donc on se connaît. Voilà, ils sont arrivés. L'officier nous a vu pour nous demander où vous partez. Nous avions dit à l'officier qu'on va déposer une motion de protestation au district d'Abidjan pour informer le gouverneur, pour lui dire, ah, ceux que vous avez déguerpis, quand vous dites que vous les avez indemnisés, mettez cette base de données à notre disposition pour qu'on puisse vérifier. Les policiers nous ont dit de retourner à la maison parce qu'ils ne veulent pas nous arrêter. Je leur ai dit non, ceux qui sont avec nous n'ont pas de logement, ils dorment dehors, donc il est mieux qu'ils puissent aller dormir à la marque. Là-bas au moins ils sont logés. Là-bas au moins ils sont logés gratuitement. Donc c'est ainsi, ils nous ont pris pour nous mettre dans la voiture. Et il y avait une étudiante française qui a un master 2 en sociologie politique, qui a été brutalisée par la police nationale Côte d'Ivoire. Et ils ont pris cette demoiselle pour la mettre dans un véhicule comme une voleuse. Comme une voleuse. Et moi, ça m'a fait mal. Et nous ont envoyé, nous ont envoyé à la préfecture d'Abidjan. Nous avions bien dormi parce que c'est mon logement. Je préfère être logé pour pouvoir bien loger les populations parce que j'ai été logé 3 fois pour le 4e pont pour que les populations soient logées aujourd'hui à Songo, à Iwaï. Donc nous pensons que l'État de Côte d'Ivoire devra loger ces populations, sinon nous allons leur écrire un autre courrier encore pour protester, pour demander que ces personnes soient logées humainement. Parce qu'il n'est pas normal qu'on puisse chasser un père de famille. Parmi ceux qui étaient au violon, il y avait un monsieur et sa femme. Hein. Le monsieur et sa femme, parce qu'il n'avait pas, une autre option, c'est pas de manifester. Donc ils ont été arrêtés, ils ont été déférés. Dieu merci, on a été libérés par monsieur le procureur de la République. Mais monsieur le procureur de la République a été clair. Il nous a dit que vous pouvez mener votre démarche pour que les populations soient indemnisées, soient logées. C'est ce que nous demandons. Une juste et préalable indemnisation des populations. L'État est garant du bien-être de la population. Mais tu es notre papa. L'État est notre papa. Si on a eu des moyens pour mettre des carburants dans les cargos, pour aller gazer les populations, si on a eu des moyens pour louer des bulldozers, pour acheter des véhicules aux chefs traditionnels, pour les chefs traditionnels, c'est qu'on peut loger la population. Donc, l'État peut faire des efforts. Et nous parlons de l'embellissement d'Abidjan. Mais nous sommes tous d'accord. Moi, je le dis et je le répète. Si je n'étais pas pour le développement, je ne porterais pas mon choix sur le président Alassane Ouattara en 2010. J'ai risqué ma vie pour le président Alassane Ouattara en 2010. J'ai pris mon magasin au plateau d'Oku pour faire QG du RDR et du RADP en 2010 pour faire la promotion de la politique du président Alassane Ouattara. Parce qu'il a dit, donnez-moi 5 ans pour changer votre condition de vie. Voilà, mais 15 ans, lorsqu'on voit le contraire, que ces populations que nous sommes allés solliciter, demander leur voix, sont déguerpies, moi, si là c'est pour, je n'accepterai jamais. C'est pourquoi j'ai dit, depuis 2014, que d'autres ont choisi d'être avec les riches, mais moi, j'ai choisi d'être avec les pauvres. Et nous allons nous battre pour la dignité des pauvres. Nous pensons que la lutte va continuer. Je suis avec Mme Pulchéry. Nous allons continuer cette lutte pour que chaque déguerpi puisse avoir sa clé. C'est tout. Il faut que chaque déguerpi soit logé. Comme les déguerpis, les propriétaires résidents de Bolibana, les propriétaires résidents de Santé 3 Mosiko, les propriétaires résidents de Yaosei, les propriétaires résidents de Doukouré. Oui, il faut les loger. Il faut qu'ils soient logés. Nous lançons un appel aussi aux bailleurs de fonds. Les bailleurs de fonds, vous financez les projets, vous ne suivez pas. C'est ça. Le gouvernement fait croire que les populations ont été indemnisées. Et pourtant, souvent, c'est le contraire.
Donc nous vous demandons de prendre en compte l'indemnisation des populations pour vous rassurer que ces populations ont été indemnisées. Parce que, je me rappelle encore pour le 4e fonds, certains PV du 4e fonds ont été modifiés et falsifiés. Et certains cadres de la base sont complices de cette destruction humaine, de cette catastrophe humaine. Si, madame, je vous remercie. Merci, mon frère. Merci. Donc, pour résumer, c'est impératif de lutter pour que les plus pauvres ne soient pas menés à la mort. Dans la société, là, chacun a son rôle. C'est eux-là qui sont vos ouvriers. C'est eux-là qui sont vos ménagères, ainsi de suite. C'est eux qui sont vos employés. Quand ils vont aller au village, là, qui va faire le travail qu'ils doivent faire? Et puis, c'est une question de justice. Quelqu'un a construit sa maison. Quand tu veux casser, comme c'est toi qui as le pouvoir, tu le payes, tu le dédommages, il s'en va. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Et ça là, si c'est à cause de ça, vous voulez nous emprisonner là, vraiment multiplier les prisons. Parce qu'on arrive, on va mieux se préparer pour revenir encore. Voilà. Et on demande à toutes ces populations-là de se mobiliser. Donc je profite pour annoncer que le samedi prochain, on aura 2 réunions. Une réunion avec les responsables de tous ces groupes-là pour mieux organiser la lutte, pour qu'ils entrent dans leurs droits. Et une autre réunion avec les responsables de la société civile, dont vous aurez aussi des nouvelles. Ce qui est sûr, la lutte continue. Merci beaucoup. Avant de finir notre direct, on va inviter aussi une sœur. Elle était avec nous déjà une fois ici, après la nomination du nouveau gouverneur du district. La lutte continue aussi à leur niveau. Voilà, notre sœur Achan, Annick Petit-Coutouan, qui mène la contestation contre la spoliation des droits des ébriers. Voilà, elle va venir nous faire le point de tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, où ils en sont, où ils vont, et puis voilà. Donc, ma soeur, c'est pour je peux avoir le micro. C'est bon? D'accord, c'est bon. Non, non. Déposez-le. Les déposer, ça ce sont les aléas du direct. Non, non, c'est bon, madame. Oui, je vais mettre. Merci. C'est bon? D'accord. Ok, chère sœur, comment ça va? Ça va bien par la grâce de Dieu. D'accord. Et chez toi? Ça va, ça va. Merci. Ça va. Oui. Si tu peux informer les populations sur ce que vous avez fait jusqu'à présent, où vous en êtes, où est-ce que vous allez, voilà, pour qu'ils soient informés. Alors, je voudrais me présenter rapidement. Je suis Annick Petit-Coutouan, épouse Zago. Je suis une femme Achan de la génération Tchaba, au pouvoir dans les 63 villages. Alors, cela me donne le droit de m'exprimer publiquement. Je voudrais, au nom du collectif Achan Gotofé, remercier tous les Ivoiriens et les Ivoiriennes qui prennent fait et cause pour notre lutte. Je voudrais remercier notre leader infatigable de la société civile, Dame Pulchérie Balé, qui apporte tout son soutien au peuple tchaman. Les tchamans sont appelés Achan ou communément dans le langage courant les ébriers. Merci infiniment, merci grande sœur, parce qu'elle se tient toujours à nos côtés. Alors, depuis le 3 janvier, notre collectif a lancé l'alerte quand nous avons appris la nomination de M. Cissé Bakongo le 27 décembre 2023. Dès le 3 janvier 2024, nous nous sommes mobilisés pour dire non. Nous dénonçons la présence de M. Cissé Bakongo comme chef du district d'Abidjan. Cela nous a donné raison après avec les différents déguerpissements, tout ce qui s'en est suivi. Je voudrais préciser que cette lutte que nous menons, elle n'est pas politique. Elle n'est pas politique. Ce n'est pas non plus un problème de personne. Ce n'est pas un problème de personne. C'est une lutte sociétale, une lutte culturelle, une lutte identitaire, une lutte pour la préservation de nos acquis en tant que peuple Achan. Parce que nous savons que
le fond du problème, quand on analyse, c'est la disparition programmée du peuple Atchan. C'est notre disparition programmée. Vous me direz comment ça? Mais les Atchans sont les autochtones du district d'Abidjan. Abidjan n'est pas un no man's land. Le colon français est venu sur cette terre et a trouvé les Atchans. Aujourd'hui, ce qui est en train de se faire, c'est que nous soyons parqués dans nos villages, parqués comme les Indiens d'Amérique, nous soyons dans nos villages pour le folklore seulement, et qu'on n'ait pas véritablement des décisions à prendre en ce qui concerne le district d'Abidjan. Alors notre collectif n'a de cesse de dire que nous ne voulons pas de Cissé Ibrahima Bakongo. Mais avant d'arriver à ce slogan, cette vérité, nous avons interpellé plusieurs fois M. Cissé Ibrahima Bakongo. Nous avons demandé, mais à quoi répond sa nomination? Pourquoi, au mépris des tests, des déclarations que le gouvernement même a pris lors de la création des 12 nouveaux districts, où il a été précisé que le gouverneur du district doit être un cadre expérimenté ou un élu originaire de sa localité. Alors pourquoi nous les Atchans, on nous impose un nom originaire qui est M. Cissé Ibrahima Bakongo? Ce qui ne pourrait pas se faire ailleurs. Parce que nous savons que si on positionne, on nomme un Atchan ou bien un Atier, un Adjoukrou, un Gaudier, etc. Au district des Savanes, de Korogo, etc. Mais ce serait... Là-bas même, la région allait prendre... allait s'embrasser, comme on le dit. Ce serait le feu. Mais les gens veulent jouer sur notre côté sentimental. Les Atchans sont hospitaliers. Les Atchans vivent en parfaite harmonie avec les communautés étrangères. La CEDEAO, nous louons nos maisons à tout le monde sans distinction. Alors, le bilan. On peut dire que le bilan est positif puisque les Ivoiriens commencent à comprendre partout. On nous appelle de partout pour nous demander mais qu'est-ce qui se passe? D'autres même expriment leur indignation avec nous. Et le bilan également est un peu aussi mi-figue raisin. Hein? Mais nous demeurons constants. Nous demeurons constants. De questionnement, nous appelons maintenant à la démission de M. Cissé Ibrahima Bakongo. Le collectif Atchan Goto fait appel à la démission de M. Cissé Ibrahima Bakongo. M. Cissé Ibrahima Bakongo ne peut pas être le chef des 63 villages qui sont dans le district d'Abidjan. Vous savez que le gouverneur d'un district est le garant des us et coutumes de son district. Oui, ça se retrouve même dans les compétences, oui, dans l'organisation du district. Les Ivoiriens ne le savaient pas. C'est pour ça que certains étaient indignés. Mais pourquoi les Atchans se plaignent tout? Mais c'est parce qu'il est le garant des us et coutumes. Monsieur Cissé Ibrahima Bakongo ne connaît pas le système Atchan. En pays Atchan, c'est la génération Chagba qui est au pouvoir. Nous désignons des chefs. Mais ces chefs-là, ils n'ont pas droit à prendre des décisions contre l'avis du peuple. Ils ne peuvent pas. Eux, ils écoutent, ils s'asseyent en assemblée, les notables délibèrent, le peuple délibère. Alors je voudrais dire à tous ceux qui sont indignés, face aux images qu'ils ont vues des chefs Atchans aux côtés de M. Cissé Ibrahima Bakongo, cessez de vous indigner. Ça là, comme on dit, il n'y a rien en face. C'est la population Atchan qui va décider. Si M. Cissé Ibrahima Bakongo voulait vraiment parler aux chefs, qui rentrent dans nos villages. C'est ça.
Pour parler à l'Assemblée. Pour parler à l'Assemblée. Parce que c'est nous, les populations, qui disons à nos chefs, on veut pas. Les chefs savent, ils sont partis, ils n'ont rien dit. Parce qu'ils doivent se référer à la population. Et puis chez nous, les Atchans, de la même manière dont on désigne un chef selon ses qualités intrinsèques, on fait ce qu'on appelle aussi, on fait tomber la destitution. C'est ça. Ah, on fait la destitution de nos chefferies, de nos chefs. C'est-à-dire que nous sommes au pouvoir, mais si les plus petits constatent que nous ne gérons pas bien le village, constatent des anomalies, constatent que nous faisons allégeance facilement, eh bien, vous serez surpris de constater ce qui va se passer dans les villages. Mais nous n'en est pas encore là. Voilà. On sait que nous menons un combat. Ce combat va porter, parce que c'est le combat de la justice. On ne peut pas imposer un nom originaire à la tête du district d'Abidjan. Le gouvernement Ado doit prendre en compte les réalités des peuples avant de nommer. Et puis il s'agit d'une gouvernance ça veut dire locale. que tous les présidents qui étaient là avant, là, ils se sont trompés en prenant que des ébriers ou bien. Tu comprends rien? Depuis Houphouët-Boigny, ce sont les ébriers. Ils dirigent et la mairie centrale et le district d'Abidjan. Pourquoi? Parce que Houphouët-Boigny a voulu à un moment donné qu'on exprime, que la nation exprime sa reconnaissance à l'endroit du peuple. Tchaman, ce peuple qui s'est sacrifié, nous nous sommes sacrifiés. Aujourd'hui, nous n'avons plus rien. Vous allez à Korogo, à Sinématiali, dans la région des Sabbats, ils ont encore des terres. Eux-mêmes, ils disent, les terres ne sont pas à vendre. Vous allez dans d'autres régions, ils ont des terres. Mais nous n'avons plus rien. Le colon, par la ruse, nous a expropriés, nous a spoliés. L'État de Côte d'Ivoire a continué cela. Il y a l'exemple du village d'Abouabou. Oui. Il n'y a pas de route Ivoirienne. C'est eux qui ont donné le site de l'aéroport, c'est eux qui ont donné le site du parc des espèces. Il n'y a pas de route. L'arrivée de Bakongo a ouvert la boîte de Pandore sur nos revendications que nous avons portées devant l'État depuis les anciens pouvoirs. Nous avons dit que nous ne faisons qu'exproprier tous les sites pittoresques là, tous les grands hôtels, tout ce qu'on construit là, c'est sur des terres Atchans. Mais les Atchans ne touchent pas un centime, un rond. Comment peut-on se foutre de ce peuple à ce point? Nos ancêtres n'avaient pas, comment je pourrais dire, n'étaient pas là à l'école. Mais il y a un groupe qui avait porté plainte contre l'administration française à Dakar en 1937. Et on leur avait fait droit. Nous avons les papiers. On leur a fait droit. Mais en grande majorité, nos ancêtres n'étaient pas partis à l'école. Donc c'est par la ruse qu'ils ont pu prendre nos terres. Mais aujourd'hui, nous sommes les descendants de ces intrépides guerriers et guerrières. Nous, on ne va pas se laisser faire. Moi, je suis de la génération Tchagba, mais je suis précisément une Asoukrou. Monsieur Cissé Bakongo ne connaît pas les Atchans. Il ne connaît pas notre fonctionnement. Les Asoukrous, ce sont des gamés. Nous avons comment on appelle ça? Nous avons au-dessus de nous, plusieurs catégories, mais quand on termine par la dernière catégorie des Atchans, c'est les Asoukrous. Nous sommes des indomptables. Nous là, on ne peut pas nous dompter. Alors ce combat-là, nous allons le mener. Monsieur Cissé Bakongo doit démissionner du district. Sa présence... À défaut de démissionner, que le président pour la cohésion sociale le démette tout simplement. Oui, démissionner ou être démis de ses fonctions. Parce que sa présence divise le peuple. Sa présence divise mon peuple. Aujourd'hui, dans les villages, on se regarde en chien de faïence. C'est pas normal. Ça fracture. Ça fracture la communauté Atchan. Alors pour ça,
le président doit le démettre de ses fonctions. Parce que nous avons bataillé pendant des années à rétablir la cohésion sociale dans nos quartiers, dans nos communes, dans nos villages. Et voilà que tout d'un coup, on ne sait pas ce qui s'est passé, ils sont en train de foutre tout cela en l'air. Alors nous disons, nous ne voulons pas de M. Bakongo. Ok. À cet effet, nous organisons bientôt un sitting. Oui, bientôt nous allons nous lever, nous les Atchans, les autochtones du district d'Abidjan, pour aller devant le district d'Abidjan, pour crier sous sa fenêtre. Il faut quitter là, il faut démissionner. On est fatigué des tensions. Aujourd'hui, nos chefs sont insultés de partout. Tout le monde se lève, tout le monde insulte les Atchans. Nous avons mal. Nous avons mal. M. Cissé Bakongo doit démissionner ou être démis de ses fonctions. Et je voudrais encore remercier Dame Pucherie Balé, présidente de la société civile, qui vraiment lutte pour nous soutenir. Elle a compris notre combat. M. Cissé Ibrahima Bakongo, recevant les chefs, il promet, parce qu'il n'a fait que des promesses, hein. Il n'a fait que des promesses. Travail. Voilà, des promesses. Il promet la construction d'une maison de la chefferie. On n'en veut pas. Je le dis aujourd'hui, je le dis demain, on n'en veut pas. C'est au district d'Abidjan que tous les chefs, que ce soit les chefs Atchans et les chefs Akié, on se réunit là-bas pour parler à le gouverneur. Il va aller construire une maison de la chefferie pour nous délocaliser, pour qu'on se détourne du district. Nous disons non aujourd'hui, non demain. Nous voulons que les tests, les déclarations soient respectées par le gouvernement. Et nous disons que ce sitting que nous allons organiser, c'est le sitting de la justice, de la dignité. De la dignité. Ce sitting pour dire que ce qui nous arrive là, c'est pas normal. Population ivoirienne, communauté sœur, elles doivent nous rejoindre ce jour-là. Elles doivent être avec nous pour dire que mais, si on laisse les actions subir cela, demain l'appétit de ce gouvernement-là, ils ont un appétit qui ne finit pas, ils vont aller attaquer d'autres régions. Le district de Yamoussoukro, le district de la région du Gor. Parce qu'on n'en parle pas. En tout cas, ouais. Le combat est difficile, mais nous sommes dedans. Et nous sommes constants. Et nous sommes les populations de nos chefs. Moi, c'est tout ce qui me réjouit. Je parle en tant que femme Atchant de la génération Tchamba au pouvoir. Et aller assister à nos réunions. Nous, on n'est pas là comme des bénis, oui, oui. Et puis nos chefs prennent les décisions. Hein. Les populations Atchant ne veulent pas de M. Cissé Ibrahima Bakongo. On dit Abidjan est saturé. Abidjan est saturé. Abidjan est saturé. Mais allez développer les autres régions. Allez développer le nord. Dubaï, qui était une terre désertique. Ils se sont mis ensemble et puis ils ont fait de Dubaï une cité même florissante. Tous les investisseurs vont là-bas. Quelle que soit, comment je peux dire, la rudité ou bien la rigidité. Oui, oui. La rigidité ou bien... que les terres du Nord... les conditions climatiques, oui, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Ils veulent aussi que leur région soit développée. Il y a des nordistes qui m'appellent, qui me disent, madame, on vous soutient. Parce que ça là, notre nom est gâté. On parle de rattrapage ethnique, voilà ça encore. Et puis je précise, ma grande sœur, M. Cissé Bakongo a été nommé gouverneur. Le premier adjoint de M. Cissé Ibrahima Bakongo, le premier vice-gouverneur s'appelle Léo, est un nordiste aussi. Alors pourquoi vous ne voulez pas qu'on se révolte? N'y a-t-il pas de cadre Atchant, intelligent pour diriger le district? Notre combat n'est pas politique, hein? Cadre Atchant, PDCIO, gouverneur. Cadre Atchant, PDCI, RHDP. Cadre Atchant, PDCI, PPACI. Nous, on prend tout, pourvu que ce soit un originaire. On n'est pas là à mener une lutte pour un parti politique. Monsieur Bakongo, gouverneur, premier adjoint du Nord. Qu'est-ce que ça signifie ça? On dit on va prendre 3 chefs février pour être conseiller. Mais ça là c'est quoi? Moi
je ne sais pas, ça ne nous épate pas. Oh, personnellement, le collectif est serein parce que depuis le début, nous avons vu les choses venir. Nous avons vu qu'il y aura des tentatives de corruption. Nous avons compris que ce sera très dur. Certains ne vont pas réussir à sortir de cet état de peur. Tout ça là, nous avons vu. On ne peut pas mener un combat sans ne pas discerner les difficultés à venir. Mais nous demeurons constants. C'est ça qui fait notre force. Les conseillers là, ça va apporter quoi? Les conseillers là, ça va apporter quoi? C'est ça. Donc, on retient qu'il y aura un sit-in qui sera organisé par le collectif Achan Gotofe. Et donc, nous, on les soutient. Parce que ce qu'il faut retenir, elle l'a bien dit, ce n'est pas un combat politique. Ce n'est pas non plus un problème de personne. C'est des droits acquis qu'on réclame. Ceux qui ont fait les études de droit, là, ils savent très bien que le droit est venu de la philosophie sociale. Le droit a été tiré des coutumes, a été tiré des mœurs. Donc, ce n'est pas au hasard que depuis Oufoué, jusqu'à même au président Ouattara lui-même, c'est sous lui que Bégré Mambé est devenu gouverneur du district. Donc, ils savent très bien que c'est un droit acquis pour les Achan. Donc, ça là, ça s'est passé dans d'autres villages. Hein. La politique est venue détruire toutes les procédures coutumières d'accession à la chefferie. Et c'est ça qui est en train de se faire maintenant à grande échelle. Et ce n'est pas normal. Ils sont en droit de revendiquer leur identité culturelle, de revendiquer leurs acquis politiques, parce que ce poste-là, il est à eux. La preuve, vous nommez les 12 autres districts, ou même vous avez écrit noir sur blanc qu'il faut que les gouverneurs soient originaires, comment on appelle ça, de ces régions. C'est le cas pour Yamoussoukro, c'était le cas pour Abidjan, donc il faut que ça continue. Donc aujourd'hui, notre direct a été un peu long, mais c'était nécessaire. On vous a dit que désormais, notre direct là, c'est la chaîne de la vérité. Donc chaque fois qu'il y aura des situations à éclaircir, on va inviter les personnes ressources pour qu'elles-mêmes, elles vous expliquent les choses. Donc on attend le sit-in, voilà, à moins qu'avant ça, les gens se ressaisissent. On espère qu'ils vont être habités de sagesse pour faire disparaître toutes ces tensions. Parce qu'à cause de cette nomination, aujourd'hui, les ébriers sont divisés. Nous-mêmes, on a visité plusieurs villages ébriers dans nos tournées là. Il y en a qui sont dans cet esprit, et puis il y en a d'autres qui disent non, l'État a le droit de tout prendre. Non, l'État n'a pas le droit de tout prendre. On a nos terres coutumières. C'est pour ça qu'on parle de purge des droits coutumiers. L'État ne peut pas tout prendre comme il veut. Et puis l'État là, c'est pas une personne, c'est nous-mêmes là, l'État là, c'est nous tous. Voilà, donc il y a des clarifications à faire. C'est l'argent du contribuable. C'est que vous allez prendre pour payer voiture pour les gens là. C'est l'argent de l'État. C'est pas l'argent de quelqu'un. C'est ça, on dit prenez ça pour aller payer les indemnisations avant de déguerpir les gens. Au lieu d'utiliser ça à d'autres fins. Voilà, c'est de ça qu'on parle aussi. Donc vraiment, on vous remercie de nous avoir suivis. On va juste rappeler rapidement les numéros pour adhérer à ACI. C'est le 07, vous envoyez un message sur WhatsApp au 07 48 2 x 59 67. Et puis pour l'implantation, c'est au 05 02 07 86 00. La personne va vous inscrire dans le groupe de votre commune de résidence. Et puis après, vous allez payer votre adhésion, être membre à part entière et puis participer à nos activités. En tout cas, merci à tous ceux qui nous soutiennent. Merci à ceux qui, cette semaine, nous ont envoyé de l'argent pour les déguerpis. Comme les gens veulent être dans l'anonymat, on ne peut pas citer les noms. Voilà, c'est pour les protéger eux-mêmes. Mais vraiment, merci. Dieu voit ce que vous faites. Et on voudrait vraiment demander à tous ceux qui nous suivent, qui écoutent nos focus, s'il y a un cas qui vous touche, contactez-nous, on va vous mettre en rapport avec la personne pour que vous puissiez l'aider. Parce qu'en attendant que l'État se décide, les gens sont dans une situation très dramatique. C'est une crise humanitaire. C'est vraiment une crise humanitaire. Donc ceux qui peuvent faire quelque chose, qui ont les moyens d'aider ces populations-là, vraiment n'hésitez pas. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre semaine. C'était Pulchéri Balé sur la chaîne de la vérité. À mardi prochain.